Salutations. Je pense qu'avant toute chose, je devrais préciser que je suis nouveau ici, alors soyez patient avec moi. Je ne connais pas toutes les règles ou les habitudes d'ici. Un ami à moi m'a envoyé le lien de ce site quand je lui ai raconté l'histoire et montré les photos que je m'apprête à partager avec vous. Il pense que la plupart d'entre vous devraient apprécier, mais pour être honnête, ce site me paraît plus être un regroupement d'idiots qu'un site d'images paranormales sérieux. Peu importe, je suis motivé pour partager ça et ai besoin de le faire anonymement pour des raisons qui seront éclaircies tantôt. Techniquement, je vais enfreindre la loi, mais si je comprends bien comment cet endroit fonctionne, cet article devrait disparaître dans un jour ou deux. Voici ma situation. Je suis un maquettiste chez un petit éditeur indépendant aux États-Unis. Je ne dirai pas qui ni où, alors ne me demandez pas, je tiens à garder mon boulot. La paie n'est pas géniale, mais c'est un travail sympa et j'aime les gens avec qui je travaille. La plupart des choses que nous produisons sont de grands livres décorés. La plupart des gens les feuillettent quand ils s'ennuient, mais presque personne ne les lit page par page. Les histoires en images de certaines villes ou de certains États se vendent bien dans les boutiques touristiques régionales. À l'occasion, nous faisons des atlas ou des biographies. Quelques musées nous confient leur catalogue de galeries, ce genre de choses. Le travail est fastidieux, mais c'est une situation stable. Nous avons assez de contrats et nos livres nous rapportent assez d'argent pour nous maintenir à flot. En tout cas, beaucoup plus que ce que la petite revue de presse ont pu dire ces jours-ci. Parce que nous sommes là depuis un certain temps, notre nom n'est que peu connu des amateurs d'histoire et des gens qui pensent être des experts à propos de telle ou telle ville perdue. Les Dao ou je ne sais quel autre sujet ésotérique dont personne ne se soucie réellement. Nous recevons plein de manuscrits de sources inconnues, de gens qui n'ont jamais vraiment écrit de livres, et des CD pleins d'images provenant de personnes qui n'ont jamais vraiment pris de photos. Parce que nous sommes une petite entreprise et que nous ne sommes pas localisés autre part, réaliser ce genre de sale boulot est devenu une habitude pour notre travail. Très rarement, quelqu'un va trouver quelque chose qui mériterait d'être poursuivi et nous l'expose, mais notre senior éditeur-publieur a toujours le dernier mot. Depuis 9 mois, j'ai redoublé d'efforts et travaillé sans arrêt sur un livre qui excitait tout le monde dans le local. Notre éditeur de copie l'a trouvé alors qu'il lisait les piles de lettres de demandes envoyées par des clients. Un vieil homme que je ne nommerai pas nous avait contactés et nous offrait la chance de publier cet archive rare de sa collection de photos, à condition que nous traitions le sujet avec le respect et le sérieux qu'il a estimé qu'il méritait. Et c'est peu dire, ces photos représentaient toujours quelque chose qui sortait de l'ordinaire, quelque chose qui allait souvent de pair avec une histoire tout aussi intéressante. La plupart d'entre elles viennent de la première moitié du XXe siècle. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le genre de choses que nous publions habituellement, mais les bribes que l'homme avait envoyées avec sa lettre étaient convaincantes, et une fois que nous avions reçu le reste, entendu quelques-unes de ces histoires et réalisé que la plupart de ces images n'étaient pas connues du grand public, nous avons su que nous tenions quelque chose qui pourrait grandement attirer l'attention des gens. Le format allait être simple et chic, avec des espaces vides en abondance pour aérer. Chaque photo apparaîtrait avec une grande qualité d'impression sur la page de droite, suivie d'une page gauche vide et un couple de paragraphes pour légender chaque photo sur la page de droite suivante. Au tout début, travailler avec cet homme fut un cauchemar et le travail s'annonça interminable, car il refusait de m'envoyer plus d'un document à la fois. Il devait m'envoyer une lettre certifiée, je devais la recevoir, scanner la photo à l'intérieur et renvoyer une lettre de confirmation, et seulement après ça il m'envoyait la suivante. Il devait penser qu'il avait une collection d'une grande valeur et était très paranoïaque quant à la perte de ses archives, alors il ne risquait qu'un élément à la fois. À la fin, nous avions dépensé tellement d'argent en timbres que ça m'aurait coûté moins cher de me rendre à la maison du vieil homme avec un ordinateur et un scanner. Nous étions peut-être à un tiers du processus de création quand cet enfoiré a décidé de nous trahir. Quelqu'un lui avait offert une petite fortune pour les photos, bien plus que ce que nous avions payé pour les droits du livre, à la condition que la production du livre soit stoppée et que les photos restent cachées des yeux du grand public. Nous avons demandé à ce qu'il vienne pour un face-à-face et avons tenté de le ramener à la raison en atteignant son ego et en exprimant notre enthousiasme à l'idée d'une telle réussite littéraire. Et pendant quelques jours, ça a l'air de travailler. Mais quand il est rentré chez lui, il a encore retourné sa veste et a commencé à nous maudire, moi et l'éditeur au téléphone, en demandant à ce qu'on arrête l'édition du livre. Alors il a engagé un avocat qui est venu sans véritable argument annuler son contrat. Puis il nous a menacé d'un procès qui nous mettrait en faillite si nous embarquions dans cette affaire. Pour ajouter l'insulte à l'injure, le cabinet d'avocats a envoyé ce sale petit emmerdeur de collectionneur dans notre local pour vérifier que toutes les photos et compléments avaient été effacés de nos ordinateurs.
La majorité de ces documents étaient enregistrés sur ma machine et quand j'ai vu la manière dont il a effacé ce projet sur lequel j'avais littéralement passé des mois de ma vie, j'ai senti et je sens toujours cet horrible goût amer qui est la pire sensation que j'ai ressentie au monde. Quelques personnes devraient bénéficier de tout ce travail, d'où les raisons de ma venue. Malheureusement, je n'ai pas la meilleure résolution pour les scans que j'ai fait des photos, mais j'avais conservé des ébauches des légendes originales et 14 miniatures de photos que Quark avait créées pendant que je m'affairais sur le livre original. Ne me demandez pas pourquoi nous utilisons toujours Quark. C'est un truc qu'on connaît et pour lequel on paye depuis longtemps. Je ne suis pas censé le faire, mais occasionnellement je rapporte des fichiers de Quark chez moi pour poursuivre le travail. Tous les fichiers avec les images de qualité optimale pèsent bien trop lourd pour que je puisse les emmener chez moi. La plupart du temps j'expérimente juste des polices et quelques options, et puis de toute façon, je n'incorpore aucune image avant la fin. Peu importe, après que toute cette merde soit arrivée, j'ai découvert que j'avais des restes de travail sur mon ordinateur personnel de ce que nous avions fait il y a longtemps, alors j'ai imprimé les PDF et en ai extirpé les images qui vont suivre. Vous serez les personnes qui en bénéficieront. Juste pour être clair, je ne sais rien de l'origine ni même de la véracité de ces photos. Je ne suis pas ici pour vous convaincre qu'elles sont réelles. Je les poste ici car je pense qu'elles existent pour être vues et non cachées jalousement par un connard de riche pour une quelconque collection privée. C'est la dernière photo connue prise dans l'école de Lakeview à Collinwood dans l'Ohio avant qu'elle ne soit consumée par les flammes le 4 mars 1908, tuant 172 écoliers, 2 professeurs et un secouriste. L'incendie a débuté lorsqu'un joint en bois du plafond s'est enflammé des suites d'une surchauffe d'un tuyau de chaudière qui était à proximité. Les flammes bloquèrent toutes les issues. Cela, ainsi que l'effet de panique, piégèrent un bon nombre d'élèves et de personnel dans la cage d'escalier où ils finirent brûlés vivants. Quelques morts sont aussi attribués au saut d'écoliers en feu des fenêtres du 2e et 3e étage. Toutes les personnes présentes sur cette photo périrent, excepté M. Olson, assis à l'extrême droite de la rangée arrière. La présence de surimpression sur l'image reste inexpliquée. Charlie Noonan était un amateur de folklore qui voyageait à travers le sud et le sud-ouest des États-Unis durant les premières années du XXe siècle, collectant contes et légendes surnaturelles. Selon sa femme Ellie, Charlie aurait un jour entendu une histoire racontée par un fermier de l'Oklahoma sur une étrange femme qui vivait seule dans une propriété isolée de l'ouest de l'État. Le fermier déclarait que la femme n'était pas vraiment une femme, mais quelque chose d'autre. Quelque chose qui cacherait sa vraie nature derrière un foulard et qui n'aurait jamais été vu sans un gros chien à ses côtés. Noonan aurait apparemment été assez intrigué pour se mettre à chercher la femme durant l'un de ses voyages. Il n'a plus jamais été revu. Et Noonan a plus tard été contacté par un prêteur sur gage de Tulsa qui se rappelait avoir lu quelque chose à propos de la disparition de son mari après qu'il ait trouvé son nom gravé sur un appareil photographique qu'un itinérant lui avait vendu. Le prêteur sur gage renvoya l'engin et Madame Noonan développa le film qui se trouvait à l'intérieur en espérant trouver des indices sur le voyage de Charlie. Cette photo était la seule présente dessus. Malheureusement, il n'y avait aucune indication sur l'endroit où la photo avait été prise, ni le nom du fermier qui raconta l'histoire consignée dans le carnet de notes de Noonan. Cette photographie déchirée, soi-disant prémonitoire, représente un régiment de garde aux couleurs de l'armée de l'Union, un mois avant qu'il se rende sur le champ de bataille d'Antietam en septembre 1862. Le jeune homme tout à droite, nommé John Ulsted, a perdu la partie droite de son visage et son bras droit à cause d'un coup de canon tiré au début des hostilités. On ne sait pas exactement quand la photo a été endommagée. Édouard Martel était un photographe et inventeur sans succès venu de France qui a voyagé aux États-Unis tout au long des 2 premières décennies du XXe siècle en essayant de chercher des investisseurs intéressés par un appareil photo équipé d'une minuterie et d'un dispositif de réglage automatique de durée d'exposition, gadget propre au populaire appareil pliable Brownies de la marque Kodak. Durant son voyage, il a pris un millier de photographies pour tester et affiner son invention. Souvent, il se levait et installait un appareil caché dans les rues peu fréquentées de ville où il avait vécu. Puis il se rendait dans un café ou un bar à proximité pour capturer des scènes innocentes de la vie de tous les jours et ainsi se rappeler de ses voyages. Les premières photos furent sélectionnées pour la seule et unique exposition de Martel à Paris en 1924. Malheureusement, Martel mourut pauvre et inconnu en 1955, laissant le soin à sa fille Jeanne de trier les nombreuses boîtes de films qu'il avait laissées derrière lui pour voir celles qui mériteraient d'être conservées et celles bonnes pour la poubelle. Durant l'opération, elle découvrit cette photo prise à la Nouvelle-Orléans le matin du 28 octobre 1919, quelques heures avant que Martel ne prenne un bateau
Il s'avère que Martel détestait les effets de flou sur ses photographies, car pour lui, ils reflétaient mal la vitesse et la précision du mécanisme de son appareil. Ce préjudice le fit survoler ce qui semble être la photo la plus importante qu'il n'ait jamais prise. Qu'est-ce qui rend cette photo si spéciale? La nuit précédant la prise de vue, le célèbre et mystérieux tueur nommé l'exécuteur de la Nouvelle-Orléans avait commis son dernier meurtre, massacrant Mike Pepitone dans son lit avant de prendre la fuite au moment où la femme de Pepitone découvrait le corps. Serait-ce son retour chez lui? Il est impossible de le savoir, mais si c'est cela, l'image démentit la légende basée sur le fragile témoignage de Pauline et Marie Bruno, donné bien longtemps après les faits, selon laquelle seul un homme noir aurait été capable d'une telle sauvagerie. Cette photo a été prise en 1895 par un spéléologue et photographe amateur nommé Oren Jeffries quand il explorait une partie des Grand Caverns dont personne n'avait encore dressé le plan dans le sud-ouest de la Virginie. Au moment où elle a été prise, Jeffries menait des expériences photographiques en testant l'effet d'une très longue exposition pour voir si rien ne pourrait être impressionné dans l'apparente obscurité de la grotte. Il devait se placer au niveau du sol, éteindre sa lanterne, puis dévoiler l'objectif de son appareil photo fait maison aussi longtemps qu'il pourrait se tenir dans l'obscurité. Durant l'une de ces expériences, il entendit quelque chose approchant des profondeurs de la caverne. Effrayé, Jeffries abandonna ses expériences et déclencha un des flash Blitzlicht qu'il utilisait pour prendre des photos souterraines traditionnelles. D'après l'un des témoignages qu'il confia à un journal local, Jeffries vit des créatures humanoïdes le dévisageant dans l'ombre et prit la fuite sans s'arrêter avant d'être à la surface. Quelques jours plus tard, il retourna chercher son appareil avec 3 autres hommes. Ceci est l'image qui fut trouvée en développant le film à l'intérieur. En 1938, à Evergreen Park en Illinois, à proximité de Chicago, Billy et Stevie Harlow étaient tous deux assis à l'avant de leur voiture avec leur mère Tammy quand leur Ford Berline entra en collision de face avec une Chrysler. Le choc fut si violent que 2 autres véhicules furent touchés. Tammy Harlow survécut, mais les garçons furent éjectés à travers le pare-brise et moururent instantanément. Un photographe de scène de crime du journal prit cette photo montrant une équipe de volontaires essayant d'extraire John Dowing, le conducteur de la Chrysler, de la carcasse du véhicule. Il semble que les petits Billy et Stevie étaient toujours là, assistant à la scène. Les Sorensen étaient une famille danoise qui immigra aux États-Unis en 1905 ou 1906. Ils arrivèrent avec leur fils aîné Anders, que l'on peut voir sur l'âne, et s'installèrent dans une ferme dans le Missouri. 3 autres enfants, Simone, Freaky et Mathilde, respectivement au centre à droite et dans le chariot, suivirent plus tard. Cette photo prise en 1916 montre les 4 enfants quelques semaines avant la tragédie. Les 3 enfants les plus vieux jouaient apparemment beaucoup dans la grange et en étaient tombés de sommeil dans les hautes herbes. Leur père, Nicholas, conduisait une faucheuse d'herbe et les démembra aux endroits précis que la faille parcourt sur la photographie. Pendant ce temps, Mathilde, la plus jeune, était à l'intérieur de la maison avec sa mère et ne fut pas blessée. Selon le fils d'un voisin interviewé par un journaliste, l'âne mourut plus tard d'une façon tout aussi horrible en se coinçant la tête dans les barbelés et en allant jusqu'à se décapiter dans ses efforts frénétiques pour se libérer. Ce dernier détail n'a pas pu être confirmé. Viola Peters était une célibataire issue d'une riche famille qui vivait seule dans la petite ville de Mackisville en Géorgie. Elle était très appréciée des habitants pour ses dons et ses contributions à l'église de Baptiste, à la soupe populaire et à l'orphelinat local, spécialement durant la crise pendant laquelle ces institutions ont pu entièrement subsister grâce à ses largesses. En juillet 1935, Viola fut brutalement violée et tuée par un vagabond nommé Tom Cullen, qui avait brièvement travaillé dans la raffinerie de cuivre non loin. Cullen décida de rester dans la maison de Viola et profita de son cadavre durant 17 jours avant d'être arrêté. Une foule d'habitants enragés prit d'assaut la maison du comté, emmena Cullen et le punit sur le vieux pont au-dessus de la rivière Tocoa. Cette photo a été prise par Garrett Killian, un témoin du massacre, et a provoqué un grand émoi lors de sa publication, quelques jours après dans l'Atlanta Journal-Constitution. Pour beaucoup, l'âme de Viola s'était apaisée, assistant à l'exécution de son assassin. Mais d'autres esprits plus tordus virent de la tristesse sur son visage, et l'envie de voir une dernière fois le regard de son seul et unique amant. Le Danvers State Hospital, anciennement le Danvers State Lunatic Asylum, était un hôpital psychiatrique de l'époque de Kirkbride, construit en 1874 sur un site campagnard isolé du Massachusetts.
Comme tous les asiles construits selon les recommandations de Kirkbride, c'était un bâtiment célèbre pour son style gothique, et on y traitait la folie au moyen de techniques aujourd'hui obsolètes. Danvers est souvent cité comme étant le premier hôpital à avoir utilisé la lobotomie préfrontale. Danvers a d'autres titres glorifiants. Il fut la source d'inspiration du sanatorium d'Arkham qui apparaît dans plusieurs histoires d'H.P. Lovecraft, lequel à son tour inspira l'asile d'Arkham dans l'univers de Batman. Il fut aussi le lieu de tournage du film d'horreur culte Session 9. Ce film met très bien en avant le vaste réseau de tunnels qui se trouve sous Danvers. Le fait que les producteurs aient choisi ces tunnels n'est pas un hasard, et les rumeurs qui disent qu'ils sont hantés datent d'une centaine d'années. L'histoire la plus célèbre concerne Sarah Eustace, une patiente qui s'échappa de sa cellule en 1955 et se glissa dans le système de tunnels. Après de multiples recherches et une longue semaine où l'asile fut totalement fermé, Sarah ne fut plus jamais revue. Il en a été déduit qu'elle devait être morte perdue, assoiffée et seule. Une infirmière de Danvers nommée Gail Molloy devint obsédée par l'histoire de Sarah et dépensa beaucoup de ses heures à chercher son cadavre. En sachant qu'elle ne découvrirait jamais de corps, elle prit cette photo datant de 1966 qui suggère que Sarah marche encore dans les tunnels de Danvers. Qui a dit que les fantômes n'avaient pas le sens de l'humour? Les Stevenson était une riche famille de Boston fière de son entreprise et de la longévité proverbiale de ses membres. Cette photo de famille prise en 1945 était une occasion de rassembler tous les plus vieux Stevenson avec l'une des plus jeunes, Emilia au centre âgée de 102 ans, à qui a été accordé le titre de matriarche avec la petite Ophélia qui avait alors 18 mois. Ce que les Stevenson n'ont pas réalisé après que la photo fut développée, c'est qu'ils avaient été rejoints par l'un de leurs défunts. James Pullman Stevenson, né en 1935 et mort en 1932, assis à gauche entre sa nièce Ginny et son cousin Alfred. Il a finalement été identifié par la plupart des personnes présentes sur la photo qui se souvinrent de lui comme d'un oncle connu pour ses farces et son humour noir. Durant les dernières années de sa vie, Joséphine Yurdo faisait une promenade tous les soirs dans son quartier bien-aimé à Norwich dans le Connecticut. Le 12 novembre 1935, elle partit comme d'habitude mais ne revint jamais. De longues recherches furent menées par une équipe de volontaires et la police de Norwich, mais aucun signe d'elle ne fut trouvé. 3 ans plus tard, Madame Yurdo fut trouvée assise devant la maison de ses voisins, sans aucune marque sur son corps, en parfaite santé. Quand on lui demanda où elle était passée tout ce temps, Madame Yurdo fut surprise et ne comprit pas la question. Pour elle, ces 3 ans ne s'étaient pas écoulés. Ignorant l'avis de ses voisins et de son docteur, elle refusa tout traitement médical et reprit sa vie comme si rien n'était, y compris ses promenades de nuit sur la plage. Un autre voisin prit cette photo d'elle à la fin de l'année 1938. La fumée s'échappant des tas de feuilles en train de brûler donne une ambiance appropriée à la scène. 5 ans après la première disparition, le 12 novembre 1940, Madame Yurdo disparut de nouveau. Cette fois, elle ne fut plus jamais revue. La mort de la petite Sally Work, 1912 âgée de 9 ans et travaillant dans une usine de textile de la North Fork Textile Mill, fut un des accidents qui poussa les législateurs à écrire la loi de Keating-Owen en 1916, la première loi sur le travail des enfants de l'histoire de l'Amérique. Depuis l'accident jusqu'à la fermeture de l'usine, 4 décennies plus tard, les travailleurs se plaignirent constamment de courants d'air frais, de sons étranges et de robinets coulant tout seuls sans que personne ne soit à proximité. Les contremaîtres ne prirent jamais ces plaintes en compte jusqu'à ce que cette photographie fasse surface en 1932. Elle a été prise par un photographe itinérant nommé Benny Johnson qui le vendit promptement à la Gazette de Norfolk pour seulement $10. L'usine avait été fermée pendant les vacances de Noël et était restée vide tout le temps. La photo fut plus tard blâmée pour avoir causé la fermeture de l'usine, bien que la Grande Dépression fût une cause plus probable. Lily Palmer n'avait même pas 4 ans quand elle se trouva avoir ce que les docteurs appelèrent plus tard des apparitions brutales d'hallucinations sensorielles. Cette photo prise par Annette, la mère de Lily lors de la nuit d'Halloween 1952, montre apparemment l'arrivée d'une de ces hallucinations. Lily et sa nounou Filipino sortaient pour aller faire du porte-à-porte quand l'enfant se mit à crier et commença à se frotter les yeux. Elle mit longtemps à se calmer et à pouvoir recommencer à parler, mais quand on lui demanda ce qu'elle avait vu, Lily parla à plusieurs reprises de choses grouillant dans ses yeux. Quelques jours plus tard, pendant qu'elle était seule et sans surveillance dans sa chambre, Lily se perça les yeux avec l'une des aiguilles à coudre de sa mère. Après un traitement médical, on estima qu'elle était folle et elle fut internée pour le reste de sa vie.
Au début à Bellevue, à l'est de Manhattan, et plus tard au centre psychiatrique de Rockland, à Orangeburg, où elle resta jusqu'à mourir d'une crise cardiaque en mars 2001. Un appel d'un des anciens médecins de Rockland confirma que les crises de Lily étaient plus traumatisantes lors et autour de la nuit d'Halloween. Durant la plus grande partie de sa vie, elle passa son temps à supplier les employés de retirer ces choses de ses yeux. C'est une des plus célèbres photographies de la toute première explosion nucléaire, dirigée par l'armée américaine le 16 juillet 1945 dans les White Sands Proving Ground, localisé dans le désert de Jordan del Muerto, à 35 miles au sud-est de Soroko dans le Nouveau-Mexique. Le déclenchement de ce dispositif d'implosion au plutonium, qui est la même méthode utilisée pour le dispositif Fatman lancé sur Nagasaki, marqua le commencement de l'âge atomique et finalement la course à l'armement entre les États-Unis et la Russie. Seule une poignée de personnes savaient que cette photo avait été recadrée avant d'être dévoilée au grand public et sont maintenant toutes décédées. L'une d'elles était le photographe qui a donné les droits d'auteur de l'image originale à la condition de la laisser en dehors du domaine public jusqu'à ce que les citoyens puissent appréhender les conséquences qui risquent d'en découler. On ignore si ce serment a bien été rempli, mais si cette condition a été respectée et qu'il possède réellement la dernière copie de la photo au monde, il s'est sûrement imposé la tâche de cacher la vérité. Je m'attends à beaucoup de doutes par rapport à la véracité de ces photos. J'en ai eu beaucoup moi-même, alors je ne vais pas débattre avec tous les sceptiques ou défendre toutes les photos, mais pour ce que ça vaut, voici le texte d'une lettre écrite par l'exécuteur à un journal local. 13 mars 1919. Vénérable mortel. Ils ne m'ont jamais capturé et ils n'y arriveront jamais. Ils ne m'ont jamais vu, car pour eux je suis invisible, pareil à l'éther qui entoure votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit, et un démon du pire enfer imaginable. Je suis ce que vous autres néo-orléandais et votre stupide police appelez l'exécuteur. Quand je le voudrais, je viendrai réclamer d'autres victimes. Je serai le seul à savoir qui ils sont. Je ne laisserai aucun indice, excepté ma hache, ensanglantée, salie du sang et de la cervelle de celui que j'ai envoyé ici-bas pour me tenir compagnie. Si vous le voulez, vous pouvez appeler la police et leur demander d'être prudent et de ne pas m'énerver. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je ne m'attaque pas à ceux qui n'ont pas essayé de fouiller dans le passé. Mais dans les faits, ils ont été si stupides que ça n'a pas amusé que moi, mais aussi Sa Majesté satanique, Francis, Joseph, etc. Mais demandez-leur de faire attention. Ne les laissez pas essayer de découvrir ce que je suis, car il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne soient jamais nés si jamais ils s'attiraient les foudres de l'exécuteur. Je ne pense pas qu'un tel avertissement soit utile, car je suis sûr que la police saura toujours m'éviter comme ils l'ont fait dans le passé. Ils sont sages et savent comment se tenir à l'écart de tout danger. Il ne fait pas de doute que vous, néo-orléandais, pensez que je suis un horrible meurtrier. Ce que je suis. Mais je pourrais être plus terrible encore si je le voulais. Si je le voulais, je pourrais rendre visite à votre ville tous les soirs. Si je le voulais, je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs concitoyens, car je suis une connaissance très proche de l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à minuit 15 heure terrestre dans la nuit du mardi prochain, je passerai à la Nouvelle-Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vous ferai une petite proposition. La voici. Je suis un grand amateur de jazz, et je jure par tous les diables des enfers que toute personne qui aura chez lui un groupe de jazz qui jouera de son plein gré sera épargnée cette nuit-là. Si tout le monde a un groupe de jazz, alors tant mieux pour vous. Une chose est certaine, les personnes qui n'écouteront pas de jazz ce mardi soir seront susceptibles de goûter à ma hache. Bien, je commence à avoir froid et j'ai peur d'attraper quelque chose. Je vais retourner dans la chaleur de mon pays natal, les Tartares. Il est temps que je délaisse votre maison terrestre et que je cesse mon discours. J'espère que vous publierez cela avec ce qui ira de mieux. J'ai été et je resterai le pire esprit qui ait jamais existé ici, et même dans votre imagination.